Dernière partie de ce chapitre, les pathologies sinusiennes. Ces pathologies sont véritablement quelque chose d'essentiel à connaître, tout simplement parce qu'il est important de savoir les déceler avant de pouvoir faire un comblement sinusien. Bien souvent, nous le verrons, il peut être intéressant de demander une expertise ORL des sinus que nous allons opérer avant de pouvoir réaliser ces chirurgies en toute tranquillité. Alors, premier type de pathologie, les sinusites. L'étiologie des sinusites, eh bien, il y en a deux. La première, c'est ce que l'on va appeler les muqueuses malades, secondairement à un mauvais fonctionnement de l'ostium sinusien ou à une origine dentaire. Et dans ces cas-là, le traitement de la cause entraîne la guérison. Il s'agit globalement d'une pathologie de confinement, c'est-à-dire un sinus qui n'est plus drainé et qui va donc s'infecter. La deuxième chose, c'est les maladies de la muqueuse. Et ces maladies sont souvent en rapport avec des altérations intrinsèques. Par exemple, des altérations de la motilité des cils, dyskinésie ciliaire, du mucus, problème de mucoviscidose, des déficits immunitaires, une allergie ou une intolérance chimique. On va classer les sinusites en deux types. D'abord, les sinusites unilatérales, qui sont elles-mêmes divisées en trois groupes. Les sinusites d'origine nasale, les sinusites d'origine dentaire et les sinusites mycosiques. L'aspergillose par exemple. Les sinusites bilatérales, la première classe est la polypose nasale et sinusienne, ou PNS. Deuxième classe, les rhinosinusites bilatérales non polypeuses. Leur diagnostic est complexe. Il peut s'agir par exemple d'allergie, de NARES ou rhinosinusite inflammatoire non allergique à éosinophile, de rhinosinusite vasomotrice, de déficit immunitaire, de déficience acquise liée au tabagisme, à la pollution, à l'exposition professionnelle. Penchons-nous maintenant sur la sinusite maxillaire. Elle est définie comme l'issue au niveau du méa moyen de sécrétions purulentes. Il y a donc du pus au niveau du méa moyen. Cette sinusite fait suite à un épisode inflammatoire d'origine nasale dans 85% des cas. C'est le nez qui s'infecte et qui va infecter le sinus. Et à une infection dentaire dans 15% des cas. La pathogénie est la suivante. On a un œdème initial de la muqueuse nasale qui aboutit à une occlusion de l'ostom du sinus. On a alors une hypoventilation du sinus, une augmentation des sécrétions endosinusiennes, une stagnation de ces sécrétions et une surinfection par un développement bactérien. C'est la sinusite aiguë. La symptomatologie des sinusites est la suivante. Ce sont avant tout des signes fonctionnels, douleur de la face, obstruction nasale, rhinorrhée suppurée antérieure, qui va aboutir à un mouchage purulent, et ou rhinorrhée suppurée postérieure, qui va aboutir à un écoulement pharyngé avec une toux grasse. Les recommandations de l'AFSAPS parues en 2001 sont assez claires, et on parle de sinusite maxillaire lorsqu'il y a la présence d'au moins 2 des 3 critères majeurs suivants. Premier critère, la persistance des douleurs sinusiennes infraorbitaires, qui n'ont pas régressé malgré un traitement symptomatique, antalgique, antipyrétique ou décongestionnant, pris pendant au moins 48 heures. Deuxième critère, le type de douleur, son caractère unilatéral, et ou son augmentation quand la tête est penchée en avant, et ou son caractère pulsatile, et enfin une acmé en fin d'après-midi et pendant la nuit. Enfin, troisième critère, l'augmentation de la rhinorrhée et l'augmentation de la purulence de la rhinorrhée. Ce signe a d'autant plus de valeur qu'il devient unilatéral. Ces recommandations sont importantes parce qu'elles permettent de faire le diagnostic différentiel avec la rhinosinusite aiguë virale contemporaine d'une rhinopharyngite. Autrement dit, un patient attrape un virus, il a une rhinopharyngite qui se transforme en rhinosinusite, mais qui n'est que virale. À ce moment-là, on a une congestion bénigne d'origine virale des cavités sinusiennes, c'est-à-dire une rhinosinusite aiguë congestive, et, fait important, le plus souvent, tout cela est résolutif de manière spontanée. À ce moment-là, on ne retrouvera pas 2 des 3 critères de l'AFSAPS et on peut ainsi dire qu'il ne s'agit pas d'une sinusite maxillaire.
La bactériologie de la sinusite maxillaire est bien documentée. On va retrouver dans 65% des cas Haemophilus influenzae avec du Streptococcus pneumoniae. Dans 15% des cas, Moraxella catarrhalis. Dans 15% des cas, et souvent lorsqu'il s'agit de sinusite dentaire, on va retrouver des bactéries anaérobies. Et dans 15 autres % des cas, des bactéries autres telles que Staphylocoque. Quels examens complémentaires lorsque l'on suspecte une sinusite? Eh bien, on peut tout d'abord faire, et c'est souvent l'ORL qui s'en occupe, une endoscopie nasale. Elle se fait essentiellement par le biais d'un fibroscope souple ou plus rarement à l'aide d'un endoscope rigide. Cet examen peut être pratiqué sans anesthésie. Elle permet d'objectiver la congestion sinusienne et la nature de la rhinorrhée provenant des orifices sinusiens. On va donc voir le pus au niveau du méa moyen qui signe la sinusite. Elle révèle l'importance d'une déviation éventuelle de la cloison nasale, d'une hypertrophie des cornets ou de la présence de polypes naso-sinusiens qui vont être à l'origine de l'aggravation ou de la non-rémission de la sinusite. Enfin, elle juge de la qualité d'un traitement chirurgical post-opératoire. Une chirurgie a permis la rémission d'une sinusite. On va contrôler cette chirurgie, par exemple une méatotomie moyenne, grâce à cette endoscopie. Enfin, elle juge de la qualité d'un traitement chirurgical post-opératoire. Par exemple, on a réalisé une méatotomie moyenne pour drainer un sinus infecté. Grâce à l'endoscopie nasale, on va revérifier le bon fonctionnement du sinus et l'absence de pus qui signe la guérison. Autre examen complémentaire, le scanner. Le scanner permet d'objectiver la localisation de la sinusite, unique ou multiple. S'agit-il d'une pansinusite qui touche l'ensemble des sinus de la face? On va voir cette sinusite sous la forme d'opacité des cavités. Au scanner, l'air a un aspect noir. Lorsqu'on a une sinusite et du pus, le sinus devient gris. C'est exactement ce que vous pouvez voir chez ce patient au niveau de son côté gauche. On peut voir aussi à l'aide du scanner la présence d'un corps étranger, par exemple de la pâte dentaire, l'existence d'une communication bucco-sinusienne. Enfin, dernier élément que l'on peut voir au scanner, les anomalies morphologiques qui favorisent l'obstruction nasale et sinusienne, une déviation du septum, une déformation bulleuse du cornet moyen. Quel est le traitement de la sinusite ? Le premier traitement, c'est le traitement médical. Et là encore, l'AFSAPS nous recommande, en première intention, l'association amoxicilline aciclavulanique, par exemple l'Augmentin, 2 grammes par jour pendant 8 à 10 jours. Pour les patients allergiques, on recommande piostacine, 2 grammes par jour pendant 8 à 10 jours. Ce traitement antibiotique peut être associé à une corticothérapie pour libérer le plus rapidement possible l'ostium maxillaire et ainsi permettre le drainage du sinus. Il est important de rétablir la perméabilité ostiale, c'est elle qui va permettre la guérison de la sinusite, par des lavages répétés des fosses nasales avec des produits stériles, par des anti-inflammatoires stéroïdiens, comme je viens de vous le dire, 1 mg/kg pendant 5 jours. Autre traitement, lorsque le traitement médical ne suffit pas et qu'il y a récidive, c'est le traitement chirurgical. Premier type de traitement chirurgical, la méatotomie moyenne. Son but, c'est l'agrandissement de l'orifice naturel du sinus maxillaire, c'est-à-dire l'ostium. Cela va ainsi permettre l'aération et l'éradication des lésions affectant le sinus maxillaire. La méatotomie moyenne, c'est le traitement chirurgical de référence du sinus maxillaire dans les cas simples. L'indication, c'est donc les sinusites maxillaires d'origine nasale ou dentaire résistantes au traitement médical. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, on agrandit l'ouverture de l'ostium. Deuxième type de chirurgie, la méatotomie inférieure. Cette fois-ci, l'ORL va retirer le méa inférieur. Il va donc avoir comme objectif d'aborder la partie inférieure du sinus maxillaire, inaccessible par la voie de la méatotomie moyenne. Les indications sont tous les gestes d'extraction des corps étrangers, que ce soit de la pâte dentaire, un apex, et ces corps étrangers étant à l'origine de la sinusite. Avec la méatotomie moyenne, on ne peut pas toujours retirer le corps étranger, chose qui devient beaucoup plus évidente avec une méatotomie inférieure.
Ça va permettre aussi de retirer un kyste suppuré du bas-fond ou une mycose sinusienne. La trépanation de la cloison osseuse entre la fosse nasale et le sinus se fait donc sous le cornet inférieur. Enfin, dernière abord chirurgical, c'est la voie de Cadwell-Luc. C'est sans doute la plus ancienne, son but étant de réaliser une ouverture et un abord du sinus maxillaire par voie buccale. Les indications sont quand même nettement diminuées suite à l'apparition des méatotomies. On peut citer par exemple les cas assez importants de sinusite maxillaire chronique qui ne peuvent être résolus par la réalisation d'une chirurgie endonasale, méatotomie moyenne ou inférieure. Quels sont les risques et les complications de cette chirurgie? Eh bien, ces risques et ces complications sont exceptionnels. On cite de rares cas d'effraction de la paroi postérieure du sinus maxillaire sans gravité véritable. À l'issue de ces traitements médicamenteux, chirurgicaux, quelle est l'évolution de la sinusite maxillaire? Eh bien, la guérison est confirmée par la normalisation de l'endoscopie nasale, c'est-à-dire l'absence de sécrétion purulente au niveau du méa moyen chez un patient qui devient asymptomatique, qui n'a donc plus de douleur. La récidive est considérée comme suspecte à compter de plus de 3 épisodes annuels. Donc, première évolution, la guérison. Deuxième évolution, c'est ce que l'on appelle la sinusite traînante. Elle est traînante en cas de persistance de la symptomatologie et ou de non-stérilisation du méa moyen chez un patient qui a été traité. Les causes classiques sont le traitement médical inadapté, la résistance des germes, la nécessité de corticothérapie associée qui n'a pas été réalisée. Enfin, troisième évolution la plus embêtante, c'est la sinusite chronique. C'est une sinusite traînante durant plus de 6 semaines malgré un traitement médical bien conduit. Elle provient souvent d'un obstacle mécanique endosinusien, c'est-à-dire un obstacle de confinement. Alors, un exemple clinique, une sinusite chronique d'origine implantaire. Il s'agit d'une patiente de 78 ans qui a reçu 5 implants lames au niveau du maxillaire alors que cette patiente était édentée. Et ces 5 implants lames reçoivent chacun un bouton pression pour stabiliser une prothèse adjointe complète. Je passe sur l'indication de ce type de traitement et on va uniquement se concentrer sur les causes et les conséquences de ce traitement. Suite à des douleurs, la patiente retourne voir son praticien et celui-ci modifie le traitement en retirant 2 boutons pression sur les implants postérieurs et en solidarisant les 3 lames antérieures par une barre. Ce traitement n'améliore nullement la symptomatologie de la patiente et elle vient nous consulter. Sur les coupes coronales suite à la réalisation de ce scanner, vous pouvez voir que d'une part les implants sont fibro-intégrés et que deuxièmement ces implants se sont impactés dans les fosses nasales et dans les sinus et ça va donc créer une sinusite chronique bilatérale. Vous voyez sur ces coupes de reconstruction panoramique que les 2 sinus maxillaires sont pleins. La patiente est adressée à un confrère ORL et celui-ci va réaliser 2 méatotomies inférieures et il va procéder au retrait de 4 implants lames sur 5. L'implant lame en haut à gauche étant laissé pour des raisons que nous ne savons pas précisément. Toujours est-il que cet implant lame sera retiré par nos soins dans un second temps. Vous pouvez voir le scanner de contrôle où, même s'il persiste un léger épaississement de la membrane sinusienne, les sinus sont bien noirs, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'air et qu'ils sont donc correctement ventilés. Nous verrons la suite de ce traitement ensemble, mais vous pouvez voir sur ces coupes axiales l'effet de la méatotomie. On a ainsi un espace très important entre le sinus et les fosses nasales. L'ostium a été considérablement agrandi, c'est ce qui permet le drainage des 2 sinus. On a en plus retiré la cause, c'est-à-dire les implants lames impactés fibro-intégrés. Ces 2 traitements associés permettent la rémission de la sinusite chronique bilatérale. Deuxième type de pathologie sinusienne, les polypes nasosinusiens. Le polype sinusal est un épaississement de la muqueuse rencontré au niveau de la lumière du sinus maxillaire. Il peut se développer dans l'ostium sinusal, s'étendre au méa moyen ou à la cavité nasale, formant alors le classique polype antrochoanal qui peut atteindre en arrière la lumière nasopharyngée.
3 symptômes dominent le tableau clinique du polype sinusal: l'obstruction nasale bilatérale, le nez bouché, la rhinorrhée plutôt postérieure, avec parfois associée une toux grasse, et l'anosmie, c'est-à-dire une absence d'odorat. La polypose nasosinusienne ou PNS est une sinusite chronique inflammatoire d'origine encore mal connue. Elle est responsable d'une dégénérescence œdémateuse de la muqueuse sinusienne et elle aboutit à la formation de polypes, c'est-à-dire donc des tumeurs bénignes. Un exemple clinique de cette PNS, vous voyez chez ce patient au scanner à la fois sur les courbes panoramiques coronales et axiales l'aspect boursouflé de la membrane sinusienne, et l'ORL nous a clairement contre-indiqué la réalisation d'une chirurgie de comblement de sinus. La PNS est une des grandes contre-indications à la chirurgie des comblements de sinus car son traitement est très compliqué et à partir du moment où le traitement n'est pas possible, le comblement de sinus derrière n'est pas non plus possible. Autre pathologie sinusienne, le mucocèle. Le mucocèle est une lésion kystique développée à partir de la muqueuse sinusienne. Sa pathogénie correspond à un blocage des voies de drainage des sinus qui est souvent d'origine traumatique ou post-chirurgicale, notamment après un échec d'un comblement de sinus. Vous pouvez retrouver des mucocèles. Le contenu de ces kystes est liquidien et ça c'est un élément très important puisque comme nous allons le voir, il est possible pour traiter ces mucocèles de pénétrer à l'intérieur du mucocèle et d'aspirer ce liquide. L'évolution généralement est bénigne, il n'y a pas d'évolution et la pathologie reste en l'état. Dans quelques cas, ils peuvent entraîner progressivement une invasion massive des structures osseuses à l'origine de complications. Donc, il convient donc de surveiller ces pathologies si on ne les traite pas. Le traitement est d'une part chirurgical par voie endoscopique après méatotomie, mais ces mucocèles ne constituent pas une contre-indication au comblement de sinus. On peut tout à fait soit les traiter avant le comblement, soit au moment du comblement, en aspirant le liquide au travers de la membrane sinusienne décollée par le comblement de sinus. Voici un cas très intéressant. Je vous disais juste avant que le mucocèle était lié souvent à une origine traumatique. Chez ce patient de 45 ans, nous posons 2 implants associés à un comblement de sinus. À 2 mois post-opératoire, on a une fibro-intégration de l'implant 27. Nous déposons donc cet implant. Nous ne réalisons pas d'autre geste que la dépose. Nous ne réalisons pas de curetage particulier. 2 mois après cette dépose, vous pouvez noter cliniquement la fermeture du site opératoire. On va réaliser un scanner de contrôle de manière à pouvoir réaliser à nouveau un comblement de sinus et à nouveau poser un implant. Le scanner de contrôle est assez intéressant. Vous pouvez voir l'implant en 26 qui dépasse légèrement le volume osseux et qui est au contact de la membrane sinusienne. C'est la flèche bleue. Et vous pouvez voir en bas à gauche, au niveau du site d'implantation de la 27, la présence d'un mucocèle assez important. Ce mucocèle ne contre-indique pas la réalisation du comblement de sinus. Nous allons donc réaliser ce comblement de sinus de manière classique, le temps très délicat étant bien évidemment le décollement de la membrane sinusienne par rapport à l'apex de l'implant de la 26. Nous allons réaliser les séquences de forage et poser l'implant. Avant de terminer le comblement de sinus, nous allons aspirer au travers de la membrane sinusienne le contenu liquidien du mucocèle, ce qui va permettre en plus de faciliter le réclinement de la membrane et nous allons pouvoir terminer le comblement de sinus de manière tout à fait conventionnelle. 4e catégorie des pathologies sinusiennes, les pathologies d'origine dentaire. La première étant l'aspergillose sinusienne. L'aspergillose est souvent en rapport avec une propagation de produits d'obturation canalaire dans la cavité sinusienne. On a à ce moment-là 2 réactions possibles de la part du sinus. Soit le produit ne provoque pas de réaction inflammatoire et il ne sera responsable d'aucune infection. Soit le produit entraîne une réaction inflammatoire. On va avoir une transformation en mycose sinusienne, l'aspergillose, qui est responsable d'infections aiguës sévères et destructrices. Le diagnostic est assez simple. Il est signé par la présence de pâte dentaire à la radiographie dans le sinus maxillaire.
On va aussi avoir associé, mais de manière inconstante, des signes de sinusite aiguë, douleur, mouchage purulent, nez bouché, mauvaise odeur dans le nez. Mais parfois, comme je viens de vous le dire, tout cela est asymptomatique. L'atteinte est souvent unilatérale, tout du moins du côté de la pâte dentaire, et la fibroscopie retrouve du pus en abondance d'un seul côté du nez. Le scanner confirme la sinusite maxillaire, comme vous pouvez voir chez ce patient côté droit, associé à la pâte dentaire, la présence donc d'un corps étranger dans le sinus radio-opaque, la pâte dentaire. Le scanner indique enfin la présence éventuelle de calcification caractéristique d'une aspergillose. On peut rechercher des foyers infectieux dentaires associés. Le scanner indique le rapport entre les racines des dents et les fonds du sinus maxillaire. Le traitement de l'aspergillose est double. Tout d'abord le traitement dentaire. Soit on refait le traitement endodontique, mais bien souvent il faut extraire cette dent. Et un traitement ORL. Traitement antibiotique avant intervention chirurgicale, mais ce traitement est peu efficace. C'est à coup sûr un traitement chirurgical, soit par méatotomie, soit par Cadwell-Luc, pour extraire le corps étranger. Donc on va souvent faire une méatotomie inférieure et pour drainer le sinus maxillaire. Un cas clinique tout à fait intéressant puisque particulier étant donné qu'il a été traité par nos soins. Une patiente de 56 ans. Cette patiente a un état général et psychologique assez difficile. C'est une patiente qui a une fibromyalgie douloureuse forcément et chronique associée à un état dépressif important. Elle a eu de nombreuses interventions suite à un accident de la route. Et elle vient nous voir pour qu'on lui pose des implants au niveau du secteur maxillaire gauche. Clairement, l'examen radiographique montre la présence d'une pâte dentaire associée à un comblement du sinus maxillaire gauche. Voici les coupes coronales de reconstruction. Vous pouvez donc voir que à la fois on a la présence de pâte dentaire en rapport avec le site de la 26. Le sinus est complètement plein, mais l'élément intéressant c'est que à la fois il y a de l'os en 23, 24, 25, un déficit de volume osseux en 26 et à nouveau de l'os en 27. On va donc pouvoir poser des implants à distance du sinus et en accord avec l'ORL, on va venir réaliser le traitement de l'aspergillose en même temps que l'on va poser les implants sous anesthésie locale. Voici les vues cliniques de la chirurgie. Vous voyez que le plan de traitement est le suivant. Implantation en 23, 24, 25 et 27 associée à une ROG vestibulaire. Curetage du sinus par abord de Cadwell-Luc sous anesthésie locale. Voici une vue chirurgicale clinique de la pose des implants. Vous voyez une fenestration au niveau de l'implant en 23, la finesse de la crête osseuse en 24-25, le sinus en 26 et l'implant posé en 27. Une fois que les implants sont posés et avant de réaliser la ROG, nous allons donc réaliser un curetage du sinus et de l'aspergillose par voie d'abord de Cadwell-Luc. Cette chirurgie est très simple puisqu'il suffit de faire un trou dans le sinus et de retirer le champignon. Le trou est assez important pour avoir une bonne vision et on va drainer de manière abondante le sinus pour rincer l'ensemble des champignons présents dans le sinus et ainsi aussi éliminer la pâte dentaire. Sur cette vue clinique chirurgicale, vous voyez que le sinus a été drainé. Le sinus a été comblé à l'aide d'une éponge de métrogène, c'est-à-dire une éponge de collagène chargée en métronidazole. La ROG est réalisée au niveau de 23, 24, 25 de manière conventionnelle en vestibulaire. Le site opératoire est ensuite refermé et vous voyez ici la cicatrisation obtenue à 2 mois post-opératoire. Sur cette vue radiographique, vous voyez le contrôle des implants posés. Les images de pâte dentaire résiduelles sont des images intra-osseuses qui ne posent aucun problème puisqu'ils ne sont pas en rapport avec l'aspergillose. Vous voyez la disparition de la pâte dentaire à l'intérieur du sinus. Autre pathologie sinusienne d'origine dentaire, les lésions apicales. Une lésion apicale peut tout à fait s'ouvrir à l'intérieur d'un sinus et créer une sinusite maxillaire d'origine dentaire. On va donc avoir une fistulisation de la lésion à l'intérieur du sinus et bien souvent des infections aiguës à répétition tant que la cause dentaire n'est pas traitée. Le traitement de cette cause est double, soit la réalisation du traitement endodontique dans le cas de dents nécrosées, soit l'extraction de la dent si le pronostic endodontique de celle-ci n'est pas bon.
Le diagnostic est celui des signes de la sinusite aiguë, douleur, mouchage purulent, nez bouché, mauvaise odeur dans le nez, et souvent l'atteinte est unilatérale. On peut faire une fibroscopie qui va révéler du pus en abondance et d'un seul côté du nez et d'un seul côté du sinus. Le scanner confirme la sinusite maxillaire, montre la lésion apicale ouverte dans le sinus comme on peut voir dans ce cas-là et identifie la dent responsable. Le traitement dentaire, comme je vous l'ai dit, peut être le traitement endodontique, la réception apicale ou l'extraction. Le traitement ORL est avant tout un traitement médicamenteux antibiothérapie et éventuellement, si malgré le traitement dentaire, une récidive persiste, le traitement chirurgical du sinus maxillaire, c'est-à-dire drainage par méatotomie ou par voie de Cadwell-Luc. Dernière pathologie sinusienne d'origine dentaire, la communication bucco-sinusienne. Cette communication bucco-sinusienne intervient souvent secondairement à une extraction dentaire, extraction de molaires maxillaires, ou à l'issue d'un échec implantaire ou d'un comblement de sinus. Il s'agit d'une perforation entre la bouche et le sinus maxillaire qui ne se referme pas. Le diagnostic est le suivant: si la communication est supérieure à 3 mm, comme on peut le voir sur ce scanner, eh bien, on va avoir un risque de sinusite aiguë associé avec des douleurs, un mouchage purulent, un nez bouché, une mauvaise odeur dans le nez. L'atteinte est souvent unilatérale et on va avoir des troubles de la déglutition. Lorsque le patient, par exemple, avale de l'eau, il va retrouver de l'eau au niveau du nez et avoir un écoulement d'eau par l'orifice nasal ou dans l'arrière-fond de la gorge. Le traitement de ces communications bucco-sinusiennes est forcément chirurgical. Si la CBS est inférieure à 2 mm, souvent une simple suture associée à une antibiothérapie suffit à fermer la communication. Il est important de bien surveiller tout cela. Par contre, si la CBS est plus large, le traitement va associer antibiothérapie et fermeture de la CBS par traction d'un lambeau. Soit traction d'un lambeau palatin ou alors traction d'un lambeau vestibulaire. Un exemple clinique de communication bucco-sinusienne, il s'agit d'une patiente de 28 ans et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, à l'issue de l'avulsion de la dent numéro 26, on a une communication bucco-sinusienne aux dépens de la racine mésio-vestibulaire de la dent. On va fermer la CBS de manière assez sommaire avec une compresse de métrogène et des sutures. Voici la vue à 8 jours au moment du retrait des points. Vous pouvez voir que la cicatrisation n'est pas spécialement jolie, mais à ce moment-là, étant donné que cette CBS fait moins de 2 mm, on va tout simplement la surveiller et la contrôler. Et vous pouvez voir qu'à 3 mois post-opératoire, même si on a l'impression que tout est fermé, on peut toujours passer une sonde et il persiste une toute petite communication bucco-sinusienne qui n'est quasiment pas symptomatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée ni à une pathologie du sinus, ni à un refoulement de l'eau par le nez lorsque la patiente boit. Néanmoins, étant donné que nous avons envie de poser un implant et que le site osseux est défavorable, nous allons devoir traiter la communication bucco-sinusienne en même temps que nous allons réaliser la chirurgie de comblement de sinus. Voyez sur ce scanner, vous pouvez voir au niveau de la flèche la communication bucco-sinusienne et le manque de volume osseux au niveau de cette communication. Comment allons-nous régler ce cas? Eh bien, nous allons réaliser une élévation d'un lambeau en respectant la communication bucco-sinusienne. Nous allons réaliser une voie d'abord par abord latéral de manière classique et nous allons décoller la membrane sinusienne de manière à rejoindre la communication bucco-sinusienne et à refouler ce manchon gingival à l'intérieur du sinus. Puis, la chirurgie est conduite de manière conventionnelle, c'est-à-dire comblement du sinus à l'aide d'un biomatériau, protection éventuellement de ce comblement par une membrane, et dans ce cas-là, mise en place de l'implant dans le même temps opératoire, c'est-à-dire de manière simultanée avec le comblement de sinus. Vous voyez qu'on a pu traiter ce reliquat de CBS de manière assez simple grâce à cette technique que l'on pourra appeler la technique de la chaussette qui permet donc de refouler comme une chaussette la gencive au niveau de la communication bucco-sinusienne à l'intérieur du sinus dans le même temps opératoire que l'on réalise le comblement de sinus. Ultime partie de ce problème des pathologies sinusiennes, c'est l'expertise ORL. À quel moment faut-il faire appel à un ORL, étant donné que ces derniers sont des spécialistes des sinus?
Eh bien, les indications de faire appel à un ORL sont les suivantes. Tout d'abord, un projet implantaire dans la région postérieure maxillaire est indiqué et programmé. Il est prévu de franchir la corticale sinusienne, donc de réaliser un comblement de sinus. Et on a un patient qui présente des images radiologiques douteuses, soit vues à la panoramique ou au scanner, soit parce que l'on a une opacité du plancher, une opacité de la muqueuse sinusienne, ou alors un épaississement important de la membrane sinusienne. À ce moment-là, il faut faire appel à l'ORL. Il faut faire appel à l'ORL lorsque le patient aussi présente des antécédents rhinosinusiens, c'est-à-dire des sinusites récidivantes, plus de 3 épisodes par an. Il est donc très important dans votre interrogatoire, même si le scanner est normal, de bien demander au patient s'il n'a pas souvent dans l'année des épisodes de sinusite de manière chronique. Lorsque l'on a aussi une sinusite traînante, c'est-à-dire des épisodes ne cédant pas facilement au traitement médical, un patient qui a fréquemment des écoulements au niveau du sinus, au niveau de l'arrière-gorge. Ensuite, un patient qui présente des sinusites chroniques, c'est-à-dire un patient qui reste symptomatique entre les épisodes sinusiens aigus. Chacun de ces cas sont des moments, sont des cas où il faut demander l'avis à un ORL. En quoi consiste l'expertise ORL? Eh bien, elle consiste en un interrogatoire afin de cerner la réalité d'antécédents rhinosinusiens. Elle consiste à pratiquer l'examen des fosses nasales en s'aidant de la fibroscopie endonasale. Elle consiste à interpréter des images radiologiques douteuses. Et enfin, à s'autoriser ou à s'opposer au projet implantaire. 2 situations importantes. Absence d'antécédents rhinosinusiens, première situation. Présence d'antécédents rhinosinusiens, deuxième situation. Premier cas, 3 patients sur 4, donc la grande majorité. Deuxième cas, 1 patient sur 4. Nous allons d'abord voir la première situation. Tout d'abord, première situation en l'absence d'antécédents rhinosinusiens. Cas A, on a une endoscopie nasale normale. Eh bien, même si les images radiologiques montrent une hypertrophie de la muqueuse, le projet implantaire doit être autorisé par l'ORL. C'est quelque chose de très important. Cela veut dire que même sur un sinus maxillaire avec une muqueuse épaissie, vous pouvez dans certains cas réaliser des comblements sinusiens. Cas B, maintenant, pas d'antécédent rhinosinusien, mais une endoscopie nasale douteuse. Obstacle OMEA, déviation de la cloison. À ce moment-là, le scanner sinusien est nécessaire et l'ostium doit être perméable pour autoriser le projet implantaire. Deuxième cas, le patient a des antécédents rhinosinusiens. Si l'endoscopie endosinusale et endonasale est normale, c'est-à-dire que le méa moyen est sain, l'ostium doit être perméable au scanner sinusien pour autoriser le projet implantaire. Et enfin, cas B, si en présence d'antécédents rhinosinusiens, l'endoscopie endonasale est pathologique, c'est-à-dire 2/3 des patients avec des antécédents, à ce moment-là, diverses situations en fonction de la raison et de la pathologie. S'il s'agit d'une sinusite infectieuse ou inflammatoire, on va réaliser un traitement médical et un contrôle endoscopique à 3 semaines. On aura une autorisation du projet implantaire en cas de guérison clinique et de normalisation de l'endoscopie endonasale et du scanner sinusien. S'il s'agit d'une sinusite infectieuse ou inflammatoire, mais qu'il y a un échec du traitement médical, c'est-à-dire que l'on a une sinusite de confinement, eh bien à ce moment-là, il faudra réaliser une chirurgie de drainage, c'est-à-dire une méatotomie moyenne avec contrôle endoscopique et radiologique à 6 mois cette fois-ci. À ce moment-là, le projet implantaire pourra être autorisé si la méatotomie est fonctionnelle et si on a une absence de récidive. Si maintenant il s'agit d'une pathologie sinusienne tumorale ou pseudo-tumorale, là, comme je vous l'ai dit précédemment, bien souvent on va avoir un veto au projet implantaire car ce sont des pathologies très compliquées à traiter. On a un risque de perturbation de la physiologie sinusienne d'origine iatrogène, c'est-à-dire lié à notre acte, et on a un risque de récidive de la pathologie rhinosinusienne. Pour faire une synthèse par rapport à cette expertise ORL, en l'absence d'antécédents rhinosinusiens, 75% des patients, si l'endoscopie est normale, on fonce. Si l'endoscopie est anormale, on regarde l'ostium sinusien au scanner.
En présence d'antécédents rhinosinusiens, endoscopie normale, feu vert, endoscopie anormale, on traite la pathologie avant. Si cette pathologie ne peut pas être traitée, on ne pourra pas réaliser la chirurgie de comblement sinusien. Voilà, nous arrivons au terme de ce chapitre consacré à la physiopathologie du sinus maxillaire. J'espère que ce chapitre a permis de vous éclaircir les idées concernant le fonctionnement de ce sinus et ses différentes pathologies. Il paraît essentiel de maîtriser ces données pour plusieurs raisons. Premièrement, car vous devez être capable d'évaluer l'indication ou la contre-indication ou le recours à un ORL grâce aux examens pré-chirurgicaux que vous demanderez à vos patients. Deuxièmement, il est important qu'en cas de pathologie, vous soyez capable de gérer vos problèmes. Ça veut dire que si vous avez par exemple une infection post-opératoire sur un comblement de sinus, vous devez être capable de gérer cette infection. Un des moyens de traiter une infection du sinus, c'est la voie d'abord de Cadwell-Luc. Vous comprenez bien que si vous avez fait un abord latéral et que vous avez un sinus infecté à l'issue de cet abord latéral, vous êtes normalement capable de le gérer par un traitement médical et par un curetage minutieux du sinus par la même voie chirurgicale que celle que vous avez utilisée pour réaliser ce comblement. Cette voie chirurgicale n'est autre que la voie d'abord de Cadwell-Luc. Ceci étant dit, n'ayez pas peur à avoir recours à un ORL dans tous les cas où vous vous sentez dépassé ou un confrère qui a l'habitude de gérer ce type de problème. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, soit sur le site Génération Implant, soit au cours d'une formation Génération Implant. Au revoir.